bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette soirée spéciale, l'Algérie et le monde au rythme d'une année qui s'achève et une autre qui commence. Hausse des prix du pétrole, position stratégique dans le marché du gaz, record des exportations hors hydrocarbures, relance de l'investissement et de l'automobile, accélération de la numérisation, poursuite et renforcement de la politique sociale de l'État, le tout dans un contexte mondial morose, voire inquiétant. L'année économique de l'Algérie a été toutefois laborieuse et plutôt bonne. Dans cette rétrospective, ce soir, nous allons dans un premier temps revoir ensemble les faits, les événements et les décisions qui ont marqué principalement l'économie algérienne durant l'année qui s'achève. Dans un second temps, nous essaierons de dresser la liste de ces objectifs pour l'année qui commence. Alors, 2023, entre rétrospective et perspective, c'est tout de suite. Bienvenue à tous dans cette émission spéciale pour retracer les faits et les événements qui ont marqué l'année 2023. J'ai le plaisir d'être accompagnée par trois invités ce soir. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mahfoud Kaoubi, vous êtes analyste expert en géoéconomie. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et très heureux d'être avec vous. Le plaisir est pour nous. Karim Brouri, vous êtes expert dans le développement des écosystèmes, start-up, innovation et digitalisation. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir, toujours un plaisir d'être à l'Ikhtas Dial Oula. Merci, c'est le plaisir et pour nous. Sofiane Mazari, bonsoir, vous êtes expert banquier, chef de la division finance islamique du CPA, le Crédit Populaire d'Algérie. Bonsoir et merci d'être parmi nous durant cette soirée. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Nous allons tout de suite commencer, messieurs, en entamant cette soirée avec une première question. Avant d'aller dans le détail, j'aimerais avoir vos avis personnels à vous. Quels sont les événements ou quel est l'événement qui a marqué, selon vous, l'année 2023 ? Je vais commencer avec vous, monsieur Kaoubi. Moi, c'est le sommet du G20 en Inde, qui est venu surtout en termes de riposte au sommet du BRICS, et ce grand projet qui a été réitéré pour le lancement d'un projet de la route qui contourne la route de la soie et qui démontre toute cette capacité du monde occidental de résister et de mener un projet qui a une profondeur et qui risquerait de repositionner plein de choses sur la carte géostratégique dans les prochaines années. Très important, nous en parlerons peut-être plus en détail dans un moment. Monsieur Brouri, l'événement qui a marqué votre année 2023 ? C'est un exercice qui est très dur à faire, je dirais. Alors, déjà, on a des événements qui nous ont marqué à un niveau personnel aussi. Donc déjà, personnellement, je suis papa depuis quelques mois. Donc, toutes nos voilà, félicitations. forcément, c'est l'événement de l'année pour moi. Après, un niveau plus macro, je vais l'appeler comme ça. C'est vrai que ce qui m'a marqué cette année, j'ai eu le plaisir
de participer au déplacement du président de la République en Chine et en Russie, où c'est vrai que l'accueil, le plus marquant, c'est l'accueil qui a été fait à notre pays dans ces deux grandes nations, Oui. qui nous a marqué et fait très chaud au cœur. Voilà, tout simplement. Merci, Monsieur Mazari. Même question, l'événement qui a marqué votre année. Je pense que c'est un événement qui est assez triste. C'est ce qui se passe actuellement à Gaza. Oui. Et c'est quelque chose que je pense que au moins le tiers de la planète a été choqué par ce qui est en train de se passer. Et j'espère qu'on connaîtra un début d'année avec beaucoup moins de sauvagerie. Cette recrudescence des violences depuis le 7 octobre 2023, je le rappelle, en Palestine et tout le soutien de l'Algérie indéfectible à la cause palestinienne. 2023, messieurs, vous serez d'accord avec moi, se veut aussi l'année de la mise en place d'une véritable industrie locale. Je pense particulièrement aux énergies. On va parler du gigantesque projet de phosphate à Tébessa, d'acier à Garajbilet et de zinc à Oued Mizour. Si vous le permettez, nous allons parler juste après l'intervention de mon collègue Abdelmalek Belhouchet pour cette chronique spéciale énergie. On va retracer tous les événements qui ont marqué ce secteur. Bonsoir, vous allez retracer pour nous Khalil, on l'appelle comme ça à la rédaction, oui, il s'appelle Abdelmalek Belhouchet, mais on l'appelle Khalil, vous allez retracer pour nous donc les événements qui ont marqué le secteur de l'énergie, mais avant cela, on va un petit peu retracer votre parcours à l'Irtisadiel où là vous avez fait, en tout cas vous animez deux émissions, celle qui s'appelle L'économe et l'événement économique. Vous nous en parlez brièvement avant d'entamer votre sujet. Avant d'intervenir, brièvement, je tiens aussi à saluer nos chers invités et vous aussi Nabila Hassine. Alors je commence avec l'émission L'économe. C'est une émission économique qui retrace l'actualité de l'économie sur la semaine et l'événement économique. C'est une émission tournée à l'extérieur. On a déjà tourné avec vous, Sofiane Mazari. Donc on se déplace, et avec vous aussi, Karim Brouli. Donc on se déplace vers les événements économiques. On essaie d'être là, on essaie de couvrir, faire notre couverture et puis inviter les gens pour parler justement de l'événement et aussi de leur secteur respectif. Voilà. Merci Abdelmalek Belhouchet. Donc en ce qui concerne le secteur de l'énergie, qu'est-ce que vous nous avez préparé ce soir? Alors exactement, le secteur de l'énergie. Alors il faut savoir au tout début que l'année 2023 restera gravée comme une période de dynamisme et d'engagement significatif dans ce secteur de l'énergie en Algérie. Alors après une année 2022 record, l'Algérie continue de renforcer sa position en tant que partenaire énergétique qu'il est pour l'Europe et pour l'Asie et pour le reste aussi du monde entier. Alors les découvertes successives de nouveaux gisements positionnent le pays en force sur la scène internationale. Autre événement marquant, messieurs, c'est cette année aussi, sous la direction du nouveau PDG de la Sonatrach, l'entreprise pétrolière nationale, alors Rachid Hachichi, le groupe pétrolier a annoncé un investissement colossal de 50 milliards de dollars sur la période s'étalant de 2024 à 2028. L'objectif, mettre en avant une stratégie axée sur l'investissement. Autre chose aussi, car l'Algérie, ce n'est pas qu'un pays de pétrole et de gaz. L'Algérie aussi regorge de ressources minérales. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a concrétisé ces initiatives cette année en donnant le feu vert au lancement des usines de traitement de produits non ferreux dans les wilayas de Annaba et Constantine. De plus, le président de la République, c'était récemment, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a posé la première pierre du projet de réalisation d'une usine de traitement primaire du minerai de fer à Garajbilet, soulignant ainsi l'importance stratégique de cette ressource. Cette année aussi, c'était une course contre la montre. L'Algérie se devait de lancer le plus tôt possible ses projets dans ce secteur. On a aussi la coordination, c'est pour ça qu'il y a la coordination entre le secteur de l'énergie et des travaux publics qui a été souligné lors de plusieurs réunions présidées par le ministre des Mines et le ministre des Travaux publics, mettant l'accent sur des projets d'infrastructures cruciaux. Alors, autre chose aussi dans ce secteur, il faut savoir que ce secteur, il est très riche et c'est un secteur prioritaire en Algérie. Alors, autre chose, il y a aussi le Fonds national des investissements, le FNI, qui s'était engagé
a financé le projet à Raraj Bilat et le projet du phosphore à Tébessa. Alors, il va jouer un rôle majeur en fournissant un financement substantiel pour les projets, je vous le disais, du phosphore à Tébessa et de Raraj Bilat à Tindouf. Le montant total alloué par le FNI s'élèvera à 126 milliards de dinars pour le projet du phosphore à Tébessa et 285 milliards de dinars pour le projet de Raraj Bilat. Autre chose aussi, parce que vous savez, il y a eu cette année la COP 28 et lors de la COP 28, les participants, les pays qui ont participé se sont engagés à supprimer progressivement les énergies fossiles. L'Algérie, consciente par cet enjeu, consciente, essaie de relever le défi et le challenge et essaie d'entamer sa transition énergétique. Alors la signature, cette année aussi, il y a eu la signature d'un contrat algéro-allemand pour la coopération dans les énergies renouvelables et de l'hydrogène vert aussi, ainsi que l'appel d'offres lancé par le groupe Sonalgaz pour la production de 2000 mégawatts d'électricité solaire photovoltaïque. Cela illustre la volonté de l'Algérie de diversifier sa base énergétique. Voilà, Nabila, ça c'était le bilan pour l'année 2023. Merci Abdelmalek Belhouchet pour cette rétrospective du secteur de l'énergie. Monsieur Kaoubi, on va en parler avec vous justement. Si on fait donc le résumé, je le disais il y a un instant, ce sont de méga projets. Donc tout ce qui est assis à Raraj Bilat, Zankaouada Mizour et la visite, Abdelmalek Belhouchet en parlait, du président de la République à Tindouf. Une visite qui a permis donc de mettre en relief l'immense investissement de l'Algérie dans le secteur minier. Encore une fois, un méga projet du minerai de fer de Raraj Bilat. Ce sont des exploits pour cette année 2023 dans le secteur de l'énergie, Monsieur Kaoubi. Je dirais que c'est la mise en œuvre du programme qui a été adopté depuis pratiquement 2 années pour faire du secteur minier et de l'industrie extractive un des secteurs et une des locomotives de l'économie nationale. Donc, quand on reprend l'architecture du modèle de développement qui a été mis en place par les pouvoirs publics, la part de l'industrie extractive, elle est importante. Importante d'une part par rapport aux capacités d'exportation qu'elle offre et à la durée sur retour sur investissement qui permet donc d'avoir des disponibilités qui pourraient servir pour le financement d'industries de transformation. Et elle est importante par rapport aux inputs qu'elle met à la disposition d'autres industries. Pour rappeler, dans cette architecture, l'industrie de la sidérurgie et de la mécanique occupe une place importante, ainsi que l'industrie dans le domaine de la pétrochimie. Et donc, quand on voit le fer, le phosphate, la chimie d'une manière générale, oui, et le lien que ces gisements ont comme relation avec d'autres industries, le complexe de Bellara, le complexe de sidérurgie publique, donc de Hadjar, et puis le complexe turc à l'ouest algérien. Ceci démontre qu'il y a une synergie, une relation directe qui permet donc de transformer ces gisements en capital et qui donne à l'Algérie des positions compétitives pour capter l'investissement étranger. C'est géostratégique. Tout à fait. Donc un investissement étranger qu'on veut capter aussi dans d'autres industries telles que l'industrie mécanique, donc de l'automobile, etc. Oui. Donc vous voyez, en termes de synergie, en termes de relations, le point de départ, c'est l'exploitation minière, mais le point d'arrivée, c'est la diversification de l'économie nationale vers un modèle qui est basé sur des industries valorisantes, créant de la richesse et permettant de créer des emplois aussi. On parlait de réindustrialisation du pays. Je sais que ce n'est pas forcément votre secteur, Monsieur Mazari, mais que pensez-vous justement de la relance de l'industrie de l'automobile tant attendue au niveau du pays? Bon, déjà que ça fait très longtemps qu'on attend ça. Et puis, les projets commencent quand même à se concrétiser avec le lancement de la première usine à Oran, donc courant du mois de décembre. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette industrie n'aura pas trop de sens s'il n'y a pas une très forte valeur ajoutée donc, qui est réalisée localement. Tout à l'heure, M. Kaoubi a évoqué un point très important, c'est qu'en amont, les intrants pour ce type d'industrie sont en train d'être développés.
le défi de l'Algérie maintenant, c'est justement cette transformation, parce qu'il ne faut pas rester sur cette industrie extractive d'une manière rudimentaire, mais aller vers de la transformation, donc de faire de ces minerais le fer ou le phosphate ou le zinc ou le plomb par exemple à Ouadamizor, pour en faire de la transformation, parce que c'est là où la valeur ajoutée est très importante. Et puis, industrie, maintenant on commence avec du montage, mais il faut une planification à long terme pour aller vers une intégration un peu plus forte. Et pourquoi pas ne pas se placer sur la chaîne de valeur, disons, régionale. On est sur le bassin méditerranéen, il y a beaucoup de constructions sur le bassin méditerranéen. Ce qui serait intéressant également, c'est de pouvoir aller vers un ciblage de composants qui pourraient être fabriqués, parce que nous avons la matière première, nous avons les coûts d'énergie qui sont très compétitifs, nous avons une main-d'œuvre qualifiée qui n'est pas coûteuse par rapport aux autres pays. Donc nous avons tous les attributs pour faire une industrie de composants et de fournisseurs des autres, disons, industriels dans le bassin méditerranéen, pourquoi pas même pour l'Asie ou pour l'Amérique du Nord. Et on parlait d'industrie automobile, ce qui est intéressant dans votre secteur d'activité, à savoir les banques, c'est de savoir que les banques n'ont jamais cessé le crédit à la consommation. Donc pour acheter un véhicule, il y a des crédits bancaires qui sont disponibles, sauf qu'il n'y avait pas de véhicules fabriqués en Algérie. C'était la condition pour avoir un crédit bancaire pour acheter une voiture. Vous nous expliquez tout ça. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est qu'il y a eu un arrêté interministériel en 2015, je pense, qui avait un peu encadré tous les crédits à la consommation, donc tous les financements à la consommation, que ce soit un crédit classique ou islamique ou autre. Et ça a été un peu encadré par rapport à tout ce qui est fabriqué ou monté localement. Et donc, encourager la consommation, mais une consommation un peu intelligente, parce qu'en finançant par exemple quelqu'un qui va acheter un véhicule produit localement ou un téléviseur ou un réfrigérateur qui est produit localement, indirectement nous sommes en train de soutenir les fabricants de ces actifs-là. Et là c'est très très intéressant. Les produits ont toujours existé, vous l'avez dit, on n'a jamais cessé de le faire. C'est toujours d'actualité, c'est toujours opérationnel. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'il va commencer à y avoir des véhicules à partir de l'année donc 2024 fabriqués localement. Mais je rappelle également que ces financements n'ont jamais cessé parce qu'il y a eu des financements d'électroménagers, par exemple, ou de meubles, ou tout ce qui est fabriqué ou monté localement. Voilà. Très bien. Monsieur Broury, encore une fois, ce n'est pas votre secteur d'activité, mais peut-être que vous pourriez intervenir sur un fait qu'a abordé donc Abdelmalek Belhouchet sur 2023, qui était l'année donc de la mise en œuvre de la transition énergétique. Cette question concerne, donc on disait principalement l'hydrogène vert, mais aussi les énergies renouvelables. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Vous savez, au début de ma vie, je suis un ingénieur en mécanique. Voilà, c'est bon alors. Donc, et je suis énergéticien et je suis un peu dans ce domaine. Et quand on parle d'innovation ou développement de stratégie, forcément tout ça est transversal et on est tous concernés par le sujet. Tout à fait. Et quand vous parlez d'hydrogène, alors je nous entends parler et je me dis, Abdelmalek aussi a parlé de la COP28 et il ne faudrait pas aussi que nous développions toutes ces industries minières aux dépens de nos ressources naturelles et de notre écosystème. Je pense que le challenge que nous avons sur les 20 prochaines années, ça va être sur la ressource hydrique, notre capacité à maintenir une biodiversité, etc., à faire de cette Algérie ou de laisser cette Algérie une sorte d'Éden, pour nous déjà. et je pense que le challenge va être l'eau. L'eau, ça va être le grand challenge des années à venir. Et donc, il ne faudrait pas que ces industries aussi se fassent aux dépens de cette première ressource, qui est, si ce n'est la plus importante. Et quand vous parlez d'hydrogène, forcément, vous parlez d'eau. Donc, le challenge aujourd'hui, se détacher des énergies fossiles pour aller vers l'hydrogène, parce que c'est ça la question, sous-entend de grands challenges cachés. Par exemple, quand on parle d'hydrogène, on le connaît très bien. C'est comme le GPL. Un des challenges, ça a été comment le stocker dans des citernes, dans des véhicules qui permettent d'avoir ce gaz à un état liquide sous grande pression sans que ça soit dangereux. L'hydrogène, on est aussi sur des questions similaires. On a besoin aujourd'hui de développer aussi des applicatifs business. C'est-à-dire que, OK, on peut développer de l'hydrogène, on le fait, on sait le faire. La question, c'est aujourd'hui de faire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire propre. Oui.
Et derrière aussi, c'est de dire, OK, une fois qu'on a cet hydrogène, qui va le consommer? Parce que sinon, on va retomber sur le piège du pétrole. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça ne sert à rien de vendre notre pétrole brut et racheter de l'essence derrière. Donc ça ne doit pas être le cas pour toutes les autres industries que nous sommes en train de développer. De plus, en ayant cette logique, comme disait Sofiane, c'est qu'on se positionne sur une chaîne de valeur globale et internationale et il ne faut pas être prétentieux. Nous sommes des nouveaux players, donc on est des challengers et nous devons forcément trouver la place que nous pouvons encore occuper parce que les places sont déjà prises. Donc pour faire simple, aujourd'hui je pense que ce sujet de transition a été remis. Parce que vous savez, c'est pas la première fois que les Algériens parlent de ça. A été remis sur la table. J'espère que cette fois-ci on va être plus assidus pour mener le bateau à bon port et voir des réels résultats. Et le solaire n'est pas forcément l'unique ou la seule solution. Oui. Voilà. Et je m'arrêterai sur ça. Vous parliez d'eau, M. Bourri, M. Kaoubi. Il y a eu également l'accélération du projet de dessalement d'eau de mer. Aujourd'hui, que pensez-vous des avancées dans ce sujet-là, dans ce domaine-là? Bon, des avancées assez importantes durant 2023. Qui démontre toute la disponibilité de l'État de continuer à soutenir un secteur qui est vital, qui est important pour la société, mais qui pose aussi d'autres problèmes de prix, de rationalisation et de gestion. Donc l'eau est importante. Il ne suffit pas de la produire, mais c'est surtout comment l'utiliser et comment faire à ce que le coût qui est consenti en matière de réalisation soit apprécié à juste titre en matière de consommation et d'utilisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Kaoubi, mais vous aviez participé à l'une des premières émissions de mon émission du Monde de l'écho et on avait retracé un petit peu les grandes lignes du code d'investissement qui est entré en vigueur donc fin 2022. On en parlait début 2023 et justement l'année prochaine, donc cette année ou 2024 selon le directeur général de l'API, donc l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement, se veut rassurant. En tout cas, il parle d'une année qui s'annonce porteuse de grands acquis en matière d'investissement direct étranger. On parlait des IDE lors de cette émission. On va essayer de retracer tout ça en chiffres avec Wala Bourbala qui va nous parler de ce secteur-là plus en détail et on revient juste après pour en débattre. Alors avec nous, Wala Bourbala, notre chroniqueuse qui va retracer les grandes lignes de ce secteur, à savoir l'investissement qui a été donc développé avec la création de l'API, donc l'Agence de la promotion de l'investissement. Voilà, bonsoir. Bonsoir Nabila, merci. Bonsoir chers téléspectateurs et bonsoir à nos très chers invités. Avant de parler, on va faire comme avec Abdelmalek Belhouchat, avant de parler justement d'investissement, on va retracer avec vous les émissions que vous avez animées cette année 2023. Je pense à Start DZ, Eco Podcast et B2B que vous avez donc animées durant cette année 2023. Vous nous en parlez? Exactement. Alors, mon année 2023 a été très riche en expériences professionnelles et en apprentissage également. J'ai eu l'opportunité de couvrir l'événement des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. J'ai pu aussi, si je peux dire, donner naissance à plusieurs concepts et émissions. Je citerai Start DZ, qui est une série de reportages sur les startups algériennes. Il y a eu également Eco Podcast, qui est une série de podcasts qui sont un peu chill, on va dire, décontractés. Que vous avez animé à la rédaction exactement, de et qui vise à vulgariser l'économie au profit des jeunes Algériens. J'ai eu Monsieur Brourik en premier invité pour mon premier épisode. Pas très jeune. Pas très jeune, mais il a très bien parlé, il a très bien expliqué les j'espère bien. Vous savez, Voilà. tous ceux qui ont plus de 25 ans dans ce pays ne sont pas très jeunes. Voilà. Oui. Voilà, donc les cartes sont jetées. Voilà. Il y a plus grand monde alors ici. Vous l'avez cherché. Hein. Voilà. Et dernièrement, j'ai lancé B2B, donc Business to Business, pour parler des entrepreneurs algériens. Voilà, et leur business et le terrain d'investissement dans leur secteur. Voilà. Et je tiens à préciser qu'elle a fait une couverture plus que complète, une couverture sur les BRICS. Merci avec beaucoup. plusieurs interventions en arabe, en français et en anglais. Donc félicitations Merci pour tous ces beaucoup, exploits
choix professionnel et tout de suite, vous allez nous parler donc d'investissement. Exactement. Alors, le bilan sur l'investissement en Algérie a été marqué cette année par la promotion de la loi sur l'investissement, donc et aussi par la promotion des investissements algériens et étrangers, et ce grâce, comme je le disais, grâce à la loi sur l'investissement qui, malgré sa promulgation en 2022, sa véritable mise en œuvre sur le terrain n'a commencé qu'en 2023. Brièvement, que prévoit cette loi? Alors, elle vise à fixer les règles régissant l'investissement et définir les droits et les obligations des investisseurs dans des activités de production nationale. Elle a prévu également l'institution d'une haute commission nationale des recours liés à l'investissement auprès de la présidence qui prend en charge les recours introduits par les investisseurs. Cette loi a aussi prévu la reconfiguration de l'Agence nationale de développement de l'investissement, ex-ANDI, avec une nouvelle dénomination, donc Agence algérienne de promotion de l'investissement, l'AAPI, placée sous la tutelle du Premier ministre. L'AAPI joue un véritable rôle de promoteur et d'accompagnateur des investisseurs algériens et étrangers. L'analyse du bilan sur l'investissement prouve clairement que le nombre des projets cette année a pratiquement doublé comparé à l'année précédente, donc atteignant ainsi les 4651 projets à la fin du mois de novembre de l'année en cours. Donc parmi ces secteurs parmi ces projets figurent 90 projets entre investissements directs étrangers et en partenariat avec les Algériens, donc pour une valeur qui dépasse les 5 milliards de dollars. Ce nombre est appelé à augmenter puisque l'AAPI est en contact avancé avec des investisseurs étrangers qui semblent être très intéressés par l'Algérie. Par secteur, donc l'industrie, comme on peut le voir là maintenant, l'industrie se taille la part du lion avec 2600 projets. Ensuite, on a le secteur du bâtiment et des travaux publics avec 648 projets. On a aussi le secteur du transport avec 619 projets, le secteur de l'agriculture avec 286 projets, le tourisme avec 146 projets et enfin la santé avec 133 projets. Donc concernant l'assainissement de la situation des dossiers de l'agence a enregistré 9392 dossiers non annulés ou bien non suspendus, ainsi que 300 prolongations ont été accordées aux investisseurs pour leur permettre de parachever leurs projets. Par ailleurs, la loi sur le foncier industriel a également marqué cette année donc une réglementation qui a été tant attendue par les investisseurs algériens pour un marché dynamique et des opportunités d'investissement. Alors cette loi fixe les conditions et les modalités d'octroi du foncier industriel relevant du domaine privé de l'État et destiné à la réalisation de projets d'investissement. Merci beaucoup, Wala Bourbala. On vous revoit juste après, à la fin de l'émission. Merci à vous pour ces chiffres. Monsieur Kaoubia, on a un petit peu avancé par rapport à cette première émission que nous avions donc animée ensemble. Wala Bourbala nous parle de 4651 projets enregistrés à la API. C'est bien, c'est prometteur. Mais vous êtes sceptique. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Avec 90 IDE en partenariat avec l'Algérie d'une valeur de 5 milliards de dollars, c'est peu? C'est en deçà des attentes? Pour moi, c'est trop peu. On peut réaliser beaucoup plus. Monsieur Bazari, désolé, mais je vous vois du coin de l'œil. Vous êtes d'accord? En fait, d'accord. Ce qui est intéressant peut-être dans ces chiffres, c'est que pratiquement la moitié des investissements sont dans le secteur industriel. Ça, c'est très important. Oui. Par contre, je vois que le secteur des services n'est pas très, disons, il n'y a pas eu beaucoup d'investissements dans ce secteur-là. Et là, on peut mieux faire effectivement. Mais compte tenu du potentiel de l'économie algérienne, je pense que ce n'est peut-être un début pour aller sur beaucoup plus loin que ça. 5 milliards de dollars de promesses d'IDE, c'est très intéressant. On revient de loin parce que le niveau d'IDE est très faible en Algérie, mais on peut faire beaucoup mieux que ça, d'autant plus qu'on a bien vu qu'il y avait des projets structurants très importants, Rajbilat, projet du phosphate, Ouada Mesol, on parle d'industrie automobile, il ne faut pas oublier également les services, le tourisme, le secteur financier également qui va devenir très attractif avec l'ouverture de capital de certaines entités, etc. Et donc, il y a un potentiel qui est très fort et on peut aller beaucoup plus loin que ça. Monsieur Broury, est-ce que vous pensez que le climat des affaires quand même en 2023 est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... Alors, vous nous avez donné des chiffres, donc vous allez assumer. Non, on est là pour ça. Non, mais je suis totalement d'accord avec M. Kaoui, dans le sens où 5 milliards
plus de 4000 et quelques projets, c'est vraiment pas beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et les services, c'est vrai que c'est presque un mal chronologique où on oublie les services dans les deux sens, que ce soit dans l'exportation ou la captation d'IDE dans le pays, alors que le service est structurellement le premier employeur du pays et le générateur aussi de richesse. Bon, bref, vous avez une start-up qui, cette année, s'est illustrée, et tout le monde comprendra de qui je parle, qui a même sponsorisé un grand club de foot à l'international et qui a levé sur les dernières années, et surtout sur cette année, 150 millions de dollars. Fois 10, ça fait 1,5 milliard. Fois 100, ça fait 15 milliards de dollars. C'est bon, on a CQFD. Donc, et c'est des startups de services. C'est-à-dire que, en fait, je pense que dans l'IDE, c'est vrai qu'on est obligé, ça participe à avoir des partenaires industriels quelque part. C'est-à-dire que, après, c'est là où ça devient un peu pervers. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, après, quelles sont les stratégies derrière. Investir en Algérie en voyant l'Algérie comme étant le marché de l'investissement que vous êtes en train de faire, ce n'est pas forcément ce que les Algériens cherchent. C'est pas ça. Mais voir en Algérie comme une plateforme logistique, au sens où vous avez des compétences de haut niveau, de haute qualification. Oui. Je veux dire, les Algériens, on sait parler plusieurs langues, on maîtrise plusieurs domaines d'ingénierie et de technicité, on est de plusieurs couleurs, de plusieurs formes, donc on peut attaquer toute la planète à partir de l'Algérie. Donc l'Algérie n'est pas forcément un marché à part entière pour ces entreprises. Et si elles arrivent à comprendre ça, elles comprennent que l'investissement qu'elles font en Algérie a pour objectif d'attaquer des régions ou notre partie du monde. Et deuxième point, c'est quand je donne cet exemple de start-up, c'est essentiellement des start-up qui sont fondées par des Algériens qui sont overseas ou qui étaient là et qui sont partis. Enfin, c'est des Algériens et des Algériens qui se déplacent sur la planète et donc qui ont une vision totalement différente de l'Algérie puisque c'est leur pays. Et donc le fait de rapatrier de l'argent dans leur patrie est presque naturel pour eux et du coup ils font de l'IDE parce que l'IDE n'est pas rattaché à une nationalité, c'est de l'argent qui rentre au pays. Oui. Et donc du coup je pense qu'on pourrait aussi initier une dynamique pour capter tous nos compatriotes et compatriotes qui sont installés à l'international et qui pourraient être ces IDE. Et comme je viens de faire le calcul, une centaine peuvent faire 15 milliards de dollars. Voilà. Donc peut mieux faire, pour résumer la chose. Mais on doit mieux faire, c'est pas peu, on doit mieux faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Kaoubis? On devait parler de perspective, justement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement améliorer le climat des affaires et attirer plus d'investissements étrangers? Moi, je dirais qu'on a agi jusque-là sur la sphère juridique et institutionnelle, mais elle n'est pas suffisante. Donc, la confiance et les logiques privées, c'est deux choses déterminantes dans l'acte d'investir. On disait souvent que ce qui bloquait l'investissement était le fameux 51-49. Aujourd'hui, on s'en est débarrassé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pas tous les secteurs qui étaient concernés par le 51-49, en tous les cas. Mais moi, je dis qu'on sort d'une période d'incertitude assez importante. Donc, manque de visibilité, instabilité institutionnelle, 2019, période de Covid, donc on a amorcé un virage très, très difficile, et puis il fallait réorganiser. Entre-temps, un secteur financier qui était pratiquement à l'arrêt par des situations d'incertitude aussi, des comités de crédit qui ne se réunissaient pas. Les choses se compliquaient déjà au niveau de la sphère réelle de l'économie, ce qui a qui a participé à mettre encore plus les acteurs économiques dans ces situations d'incertitude. Et quand on doute, on n'investit pas tout simplement. Donc ce n'est pas une question de nombre uniquement, mais c'est une question de logique, d'ambiance. Et je pense que jusque-là, on a opéré des réformes qui ont besoin d'un rythme meilleur et qui ont besoin d'être mieux synchronisées. Et ça sera la deuxième génération de réformes qu'on souhaite, et puis que cet épisode, ce cauchemar qu'on a vécu, soit oublié, on passe à autre chose. Il faut qu'on oublie et qu'on ne reste pas otage de ce passé qui est certes important, mais on doit se libérer de tout cela. On en a les moyens. Quand j'entends mes camarades parler, et puis on parlait tout à l'heure en privé, on a les capacités de libérer tout cela. Vrai. Et le secteur des services, on a souvent cette manière de voir le secteur des services comme un secteur tertiaire, alors que c'est là où on a des avantages comparatifs et on peut se positionner, on peut capter avec un minimum d'investissement déjà, comparativement à des investissements à forte intensité capitalistique. On va parler de votre secteur, M. Mazari, le secteur bancaire qui a connu beaucoup de nouveautés cette année 2023 et beaucoup de nouveautés
En 2024, le président de la République parle de 2024 comme étant l'année de la réforme bancaire par excellence. On va parler justement de l'ouverture du capital des banques publiques, du CPA au sein duquel vous travaillez. On va parler d'ouverture des succursales de banques en Afrique principalement, mais à l'étranger de manière générale. C'est une première et très attendue également. On va parler justement de cette réforme bancaire, de cette loi monétaire et bancaire. On va faire le résumé de tout ce qui s'est passé dans le secteur des finances avec Abdelmalek Belhouchet une nouvelle fois. Rebonsoir Abdelmalek cette fois-ci. Rebonsoir Nabila Hossein, rebonsoir messieurs. Alors je le disais, cette année 2023 était une année qui a marqué l'Algérie, encore une fois dans le secteur aussi des finances. C'était une année charnière, alors c'est le moins qu'on peut dire pour le secteur des finances en Algérie, marquée par des initiatives audacieuses, des avancées significatives. En décembre, un dernier événement, c'est l'événement le plus récent, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a apposé sa signature sur la loi de finances 2024, adoptée par le Conseil des Nations, enfin le Conseil de la Nation et l'Assemblée populaire nationale. Donc cette loi axée sur la préservation du pouvoir d'achat, l'appui aux investissements et la simplification aussi des procédures fiscales s'inscrit dans une vision globale visant à stimuler l'économie nationale. Autre chose aussi ce mois-ci, le mois de décembre, ça concerne aussi le secteur des finances. Ce secteur-là a inauguré un data center. Karim Broui, je sais que ça vous intéresse, tout ce qui est numérique, tout ce qui est... Donc ce secteur vient d'inaugurer un data center, une infrastructure numérique centralisée regroupant les informations les informations de différentes plateformes numériques. Il y a aussi le mois de septembre a aussi été marqué par, je pense que c'est l'événement le plus marquant de cette année 2023, c'est l'ouverture des banques algériennes à l'étranger. En effet, c'était le mois de septembre. Il y a eu l'ouverture de la banque algérienne à Nouakchott et puis celle de Dakar aussi. Donc, je le disais, en Mauritanie, la première banque algérienne a ouvert ses portes. C'est le fruit d'un partenariat entre le Crédit populaire d'Algérie, CPA, Sofiane Mazari, et la Banque extérieure d'Algérie, BEA, la Banque nationale d'Algérie, la BNA, et la Banque de l'agriculture et du développement rural, la BADR. Donc cette banque a un capital total de 50 millions de dollars. Une démarche similaire a été entreprise avec l'inauguration de l'Algerian Bank of Senegal à Dakar, démontrant ainsi la volonté des banques publiques algériennes de renforcer leur présence à l'international. Et puis, on attend aussi l'ouverture d'une autre banque. Ça sera peut-être pour l'année 2024, une autre banque en France et une autre banque en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voilà, donc c'était le bilan pour cette année 2023 et ça concerne le secteur des finances. Merci Nabila Hossein. Je serai le premier à vous dire bonne année. Merci à vous aussi. On se le dira tout à l'heure. D'accord, merci messieurs. Merci à vous, monsieur Belhouchet. Donc, monsieur Mazari, rappelez-vous, vous aussi, vous étiez mon invité pour parler de cette fameuse loi monétaire et bancaire, ces réformes tant attendues et qui n'ont pas eu lieu depuis des années, qui visent donc à moderniser le système bancaire qui en avait bien besoin, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est quand même dans le secteur bancaire, c'est peut-être l'événement majeur qui a eu lieu cette année-là. Donc, cette nouvelle loi qui a un peu revu un certain nombre de choses par rapport à l'ancienne loi qui a été modifiée en dernier lieu en 2013, mais qui reste quand même une loi qui date de 1990. Et ce qui est intéressant dans cette loi, c'est qu'on voit, pour la première fois, on parle d'un certain nombre d'institutions bancaires nouvelles. On parle des banques, par exemple, banques d'affaires. On parle également de banques digitales. Il y a un statut qui est prévu pour les banques digitales et on sait ô combien elles sont intéressantes donc, dans le cadre notamment de l'inclusion financière, également. Du dinar numérique, de banques islamiques, de prestataires de services de paiement, etc. Et en termes de gouvernance également, il y a eu un recentrage un peu c'est le gouverneur de la Banque centrale donc reprend un peu ses prérogatives. Absolument. Et il y a eu la mise en place également d'un certain nombre de comités de stabilité financière, etc. Donc, c'est quand même une loi qui est très, très importante
Je pense qu'il y a un projet de loi justement pour la modifier ou la compléter. Je ne connais pas le contenu, mais c'est quand même un événement qui est très très important et qui a été suivi peut-être par d'autres événements, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous qui êtes un petit peu, on va le dire comme ça, sans prendre de pincettes, vous qui êtes un petit peu l'ambassadeur de la finance islamique en Algérie, cette nouvelle loi monétaire et bancaire offre un petit peu plus d'espace à la finance islamique. Tout à fait, parce qu'auparavant, la finance islamique était régie ou encadrée par un règlement de la Banque d'Algérie qui a été promulgué en 2020. Et compte tenu de la nature très très spéciale ou spécifique de cette industrie bancaire, donc il fallait un peu reprendre les choses à un niveau un peu plus élevé dans la hiérarchie des textes et prévoir un statut bien déterminé à ces banques-là ou à cette activité au sein même de la loi bancaire, chose qui a été faite. Et d'ailleurs, même dans la composante même du Conseil bancaire et monétaire, le Conseil qui a remplacé le Conseil de la monnaie et du crédit, Conseil bancaire et monétaire, il y a un des membres de ce conseil-là qui doit être un spécialiste en finance islamique. Et on voit bien disons, l'intérêt ou toute la volonté politique donc de développer, de diversifier le marché bancaire à travers la finance islamique, mais également à travers d'autres mécanismes. On parle de finance verte. On parle également, au-delà peut-être du scope de la Banque centrale, si on revient à tout ce qui est activité de marché financier, il va y avoir également, il y a eu et il va y avoir également des modifications pour un peu encourager les instruments alternatifs de financement tels que le crowdfunding, les compartiments PME pour la bourse, la redynamisation de ce marché financier qui existe depuis pratiquement 30 ans, mais dont le dynamisme reste très très modeste et ça va se faire très certainement, du moins un début pour l'année 2024, à travers les opérations qui sont inscrites dans cet agenda. Monsieur Broury, est-ce que vous trouvez justement que le secteur des finances, aujourd'hui le secteur bancaire plus précisément, est plus moderne? Il parle de crowdfunding, donc qui est le financement participatif, il parle de plateformes numériques. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on arrive à moderniser le secteur bancaire à travers ces mesures adoptées? Alors, on est obligé et je pense qu'on a déjà commencé à le faire d'une façon au forceps. C'est-à-dire que Sofiane parlait des banques digitales. On a déjà ça et ces banques évoluaient dans un cadre gris. C'est-à-dire que la réglementation ne prenait pas en charge clairement ce que faisaient ces banques. Aujourd'hui, c'est bon. On a au moins un début de cadre clair qui va permettre en fait d'accélérer tout ça. Parce que ce qui est caché derrière, c'est aussi la bancarisation des gens. N'oubliez pas ce sujet de fond. Et je pense qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, peut-être ça sera les perspectives de 2024, c'est les subventions. C'est-à-dire on va y arriver. Et avoir une banque numérique, plus de gens bancarisés, vont permettre de gérer aussi quelque part cette question. Mais oui, forcément, ça se modernise. Le sujet dont vous parlez, c'est le crowdfunding, forcément, est un mécanisme que nous connaissons dans notre culture, mais aujourd'hui, on a un cadre qui permet en fait de faire des levées de fonds participatives pour les entrepreneurs et entrepreneuses et les startups aussi. Mais je pense que dans les finances, on a un autre sujet qui est très important et on devra revenir sur une légifération qu'on avait faite, enfin une législation pardon, qu'on avait faite, c'est tout ce qui est crypto-monnaie et blockchain, qui est un sujet très important dans le monde de l'innovation bancaire et des smart contracts. Et aujourd'hui, la réglementation ne nous le permet pas. Et donc, du coup, je pense qu'on sera obligé quelque part de revenir en arrière pour régler ça, parce que j'y ai pensé, parce que Sofiane a dit la finance verte. Oui. Aujourd'hui, on va regrouper et faire un combo. Vous étiez en train de parler de transition énergétique, énergie verte, solaire, qui nous interdirait de faire du mining de crypto-monnaies en Algérie pour capter de l'argent via donc, du service en cryptant du bitcoin pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le bitcoin peut ne pas être légal en Algérie. Et je veux dire, il n'est pas légal parce que dans la constitution algérienne, on ne reconnaît qu'une seule monnaie, elle s'appelle le dinar. Oui. On n'a pas besoin d'une autre loi pour interdire une autre monnaie. Nous ne reconnaissons que le dinar dans ce pays. Et le dinar numérique, du coup c'est une forme non fiduciaire de dinar, mais dans la Constitution, on ne reconnaît que le dinar. C'est la Constitution. Oui. Alors, et aujourd'hui, c'est-à-dire que derrière ça va avoir une mécanique possible de produire de la crypto-monnaie, donc permettre la production, donc on appelle ça le mining, est un sujet très très sérieux qui permettrait de régler, alors d'utiliser le fait qu'on fait de l'énergie propre,
pour faire de la crypto-monnaie et donc du mining, ce qu'on appelle miner. Hein, voilà. Oui. Et en même temps, si on commence à miner, on pourrait même avoir une logique de forcer les mineurs à installer, parce qu'un mineur, ce n'est pas un petit ordinateur de quartier, à un moment donné, ça devient une industrie. On parle de conteneurs qui nécessitent de l'énergie, etc. Ils pourraient être dans des zones isolées. S'ils sont dans des zones isolées, nous sommes en train de créer un réseau de data centers rapprochés des gens, etc. C'est-à-dire on peut utiliser la finance comme un levier pour faire une modernisation et un développement d'un réseau de data centers nationaux basés sur des énergies propres, donc nous permettre de vendre plus cher ce mining à l'international. Vous voyez, on est capable Il a de fait créer une rétrospective de l'année dans un seul. Non, une mais seule idée. je veux dire, voilà, c'est ça l'innovation. Mais c'est Excellent. possible. C'est-à-dire il suffit juste qu'on prenne 2-3 petites lois, qu'on les torde un peu et qu'on permette d'avoir ce cadre, qu'on ait 2-3 champions à qui on va permettre de faire le test. C'est-à-dire on pourrait avoir, même dans les idées, des logiques de zone franche. C'est-à-dire qu'on dit, OK, dans cette zone, OK, tu peux venir sortir ton argent comme tu veux, tu peux venir faire de la crypto, tu peux venir faire voler des drones, il n'y a pas de problème. Mais ça nous permet de tester. Et une fois qu'on teste, on sait ce qu'il faut faire après. On n'est pas en train de s'amuser avec... on ne s'amuse pas avec un pays. Donc on peut avoir des zones de test. Mais encore une fois, c'est possible. Et il y a des pays comme le Japon qui pourraient être nos alliés aussi. Et ils pourraient nous tenir la main un peu sur ce sujet de aussi la crypto-monnaie dans les bourses. Parce que la bourse d'Alger aussi pourrait être une plateforme boursière qui reconnaît la vente et l'achat de crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum ou autre. Voilà. Justement, en parlant de bourse, Monsieur Kaoubi, quel est l'événement financier qui vous a marqué? Est-ce que c'est plus justement l'entrée en bourse des banques publiques? Est-ce que ce serait plus l'ouverture des banques à l'étranger? Cette fameuse loi monétaire et bancaire, cette loi de finances dont Abdelmalek Belhouchet parlait? Dites-nous. Oui, en tous les cas, tous les événements que vous avez cités sont importants. Mais je vais être sincère, je suis resté sur ma faim. Bon, c'est vrai que c'est des événements importants, mais on attendait beaucoup plus de choses. Moi, excusez ma déformation d'auditeur, qui fait que on veut encore plus. Et moi, je parlais de rapidité, de rythme surtout, parce que la relation entre la sphère réelle et la sphère financière est tellement importante. Oui. On a une sphère réelle qui est déconnectée et les événements de la Covid, comme celui de l'Ukraine, ont montré quelle est l'importance d'avoir un tissu et d'avoir des capacités de production qui permettent justement d'avoir une forme de souveraineté. Et là, avec tout ce potentiel, on parlait aussi de cette masse monétaire qui circule dans le marché parallèle. Quand on n'arrive pas donc, à capter tout ce capital et de le transformer dans une sphère réelle qui pourrait être créatrice de valeur et de richesse et qui permettrait aussi au secteur financier de trouver tout un autre essor et qui nous permettra aussi de régler ce problème de dualité des prix. Parce que tout à l'heure, on est encore malade de notre incapacité d'avoir un dinar convertible qui pose des problèmes. Donc ce n'est pas un problème de technologie uniquement, mais aussi c'est un problème de sphère réelle qui n'arrive pas à se hausser à un niveau qui nous permettra d'échanger en fonction de tout notre potentiel. Donc c'est bien. Mais cette ouverture de capital, cette transformation de la gouvernance, parce que ce n'est pas une finalité d'ouvrir le capital des banques publiques, c'est surtout cette capacité de réconcilier le secteur financier avec la chose commerciale, faire du commerce, financer des projets. C'est le métier des banques. Donc, encore une fois, libérant les capacités. Moi, je connais, Soufiane est un ami, beaucoup d'autres amis dans le secteur financier. Ils ont des capacités extraordinaires. Absolument. Monsieur Mazari, justement, on est sur le point donc d'ouvrir le capital du CPA. Je vous rejoins sur le fait qu'il y a un problème dans les temps. Le président de la République donne des instructions, mais sur le terrain, ça prend beaucoup plus de temps. Et cette fois-ci, donc, dans l'ouverture du capital des banques publiques, le président a donné un délai. Il avait parlé de la fin 2023, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, ce sera fait. C'est annoncé par votre directeur général, Ali Qadri, que l'ouverture du capital du CPA, l'opération se fera en janvier 2024. Tout
Tout à fait. D'ailleurs, je rappelle que le président de la République avait annoncé cette ouverture pour la fin de l'année ou le début de l'année 2024. D'accord, donc on est dans les temps toujours. On est dans les temps. Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut rappeler peut-être par rapport à ces aspects, c'est que l'ouverture de capital d'une entité, qu'elle soit banque ou même une entreprise, c'est un processus qui est très lent. Et ouvrir le capital, notamment à travers l'émission d'actions, que ce soit de l'augmentation de capital ou la vente d'actions, à travers une bourse, il y a tout un process qui doit être respecté. Et ce process est très très important. C'est pour avoir ou garder cette confiance et fournir le maximum d'assurance aux investisseurs potentiels quant à, disons, au potentiel de ces entreprises qui sont. Et ça passe par l'évaluation de la valeur, la valorisation de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, il y a une différence entre les fonds propres, le capital social et la valeur d'une entreprise. Ce sera finalement fait à hauteur de 30%. Ça sera fait à hauteur de 30%, à un niveau probablement de 100 milliards de dinars, ce qui est quelque chose de très important. Je rappelle également que c'est la première opération de ce type en Algérie depuis l'ouverture de la bourse d'Alger en 1997. C'est un montant qui est très important. C'est un montant qui va être levé auprès du grand public. Donc il va y avoir donc la possibilité aux gens, aux petits porteurs, donc aux petits investisseurs, aux petits épargnants, justement d'investir dans ce type d'instrument. Ça va être suivi par l'ouverture de capital d'une deuxième banque, la Banque de développement local, et probablement par d'autres entités, secteur financier, compagnies d'assurance ou même d'autres entreprises publiques. Oui. Je pense que ce qui est recherché par l'État, comme le disait tout à l'heure c'est Mahfoud, ce qui est important, c'est pas parce que les banques n'ont pas besoin d'argent, peuvent lever les fonds autrement. Mais l'enjeu important de cette démarche-là, c'est justement cet impact qui va avoir lieu sur la gouvernance de ces entités publiques, mais également sur ce rapprochement entre le citoyen algérien, l'opérateur économique et les institutions financières ou les autres institutions économiques. Donc cette espèce de réconciliation entre les deux sphères. Et ça, c'est très important. Pourquoi le choix du CPA ? Vous savez, le CPA, ça fait déjà, première chose, c'est que ça fait quand même, c'est un projet qui date de 30 ans à 40 ans. Ça a toujours été la banque candidate à ce type d'opération. C'est également une banque qui a quand même un potentiel très important. C'est une banque dont la population fait confiance également. Déjà, le nom du CPA, c'est le Crédit Populaire d'Algérie. Et ça a quelque chose de très, très important. Le CPA dispose également d'un portefeuille qui est très intéressant. C'est une banque qui est très proche du secteur privé. C'est une banque qui a un portefeuille très diversifié. C'est une banque qui participe dans plusieurs secteurs économiques. Et donc, je crois que M. Kaoubi va investir. Voilà. Il est convaincu. C'est une belle banque en tous les cas. Elle a des actifs solides, un bon potentiel. D'accord. Donc on est tous d'accord que c'est le bon choix, le CPA. Ouais. Voilà. Et justement, je suis client du CPA, donc j'espère qu'ils ne font pas de bêtises. Hein. Alors, Monsieur Mazari réclamait, on le sait depuis plusieurs années, on le disait tout à l'heure, autant par les opérateurs économiques que par la communauté algérienne établie à l'étranger. Donc, cette ouverture d'agences bancaires en dehors de l'Algérie qui sera donc bientôt possible. Il y en a où c'est déjà le cas, donc le cas du CPA en Afrique, mais le cas exceptionnellement de la BEA en France. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de très positif justement pour la communauté nationale établie à l'étranger? Ben oui, c'est quelque chose qui a été demandé pendant très longtemps, d'abord par les opérateurs économiques, notamment en Afrique, parce que notre présence en Afrique, en termes de banque, nous avons beaucoup tardé à y aller. Donc, et c'est quelque chose de très important. Nous avons des opérations commerciales avec ces pays-là, des investissements localement, et nos opérateurs économiques ont besoin d'être accompagnés localement. C'est très important pour qu'ils puissent faire leurs affaires d'une manière convenable et que les intérêts de ces opérateurs soient protégés. Il y a également cette démarche pour inviter nos amis africains également pour venir investir en Algérie, pour les accompagner pour investir en Algérie. Ça ne sera pas que des opérations commerciales pures, comme on le fait actuellement. Il va y avoir des investissements mutuels, donc l'Algérie qui va investir dans ces pays, mais également des hommes d'affaires africains qui vont également investir dans l'Algérie. Et pendant très longtemps, peut-être on a un peu tourné le dos à l'Afrique,
bien que l'Algérie a été un pays très pivot pour les pays africains durant les années 60-70 et ce n'est que, disons, qu'un rétablissement des choses dans leur endroit. Maintenant, par rapport à la communauté algérienne à l'étranger, notamment en Europe, notamment en France, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie a les montants les moins importants en termes de transfert de la diaspora. Donc, si on compare l'Algérie par rapport à la Tunisie, qui est un peu plus petit pays avec une diaspora moins importante, les montants sont beaucoup plus importants que l'Algérie. Alors si on compare avec l'Égypte ou le Liban également, les montants c'est 10 fois, voire 20 fois plus que l'Algérie. On est à peu près à 1,7 milliard de dollars de transferts. Et parmi les causes qui justement bloquent ces transferts-là, c'est d'abord la présence d'un marché parallèle. Ça, c'est quelque chose c'est une vérité sur laquelle il faut travailler. Donc, il y a cette initiative de mettre en place des bureaux de change. On verra bien ce que ça va donner. Donc, il y a un certain nombre de mesures pour essayer d'assécher ce marché parallèle et mettre en place un palliatif formel. Mais également, c'est une question de coût de transaction. Parce que pour transférer, j'ai vu ça dans un rapport de la Banque mondiale, où le coût de transfert à travers le sécu bancaire de France, par exemple, à Alger, ça coûte en moyenne à peu près 12%. C'est quelque chose de très important. Si on passe par le réseau postal, ça coûte entre 7 et 8%. Mais si on passait, par exemple, pour certains pays africains comme le Kenya, etc., si on passait par la technologie mobile, ça coûte dans les 4 à 4,5%. Et on voit bien que 12%, c'est 1/8 du montant que je transfère. Donc, c'est quelque chose de très important. Et si j'ai une banque localement qui va développer son réseau, qui va être beaucoup plus proche de ces gens-là, et les coûts vont être réduits par 2, par 3. Parce que le circuit va être direct, on ne va pas devoir passer par plusieurs banques pour arriver à transférer notre argent. Et ça, c'est un enjeu qui est très, très important. Et puis, il y a également la présence des banques. Vous savez, les pays voisins ont des banques en France. La Tunisie a une banque en France depuis 1978. Les Marocains également. Les autres pays, les Libanais, ont des dizaines de banques en France, en Amérique du Nord, etc. Nous sommes parmi les rares pays qui n'ont pas internationalisé leurs banques. Et je pense que c'est le moment de le faire. Il faut créer ce réseau à l'international, autant pour toucher la diaspora, mais également pour développer le commerce, pour développer les flux financiers avec les autres pays. C'est une question également de souveraineté, si je peux dire, bancaire. Donc il faut assurer ce réseau-là. Monsieur Mazari, vous parliez de l'Afrique. Monsieur Kaoubi, j'aimerais vous faire intervenir sur ce sujet-là. 2023 a également été marqué par plusieurs événements continentaux, de la participation de l'Algérie à ces événements ou l'Algérie en tant que hôte de ces événements. On va parler également de l'accélération de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale africaine, avec ses avancées, mais également l'Algérie qui ambitionnait d'adhérer au bloc des BRICS. Donc tous ces événements, qu'est-ce que cela vous inspire si on devait parler de ces acquis en 2023 ou de ce qu'on aurait dû faire? La ZLECAf. La ZLECAf reste le projet le plus important à mon sens, du moment par rapport à notre position dans ce projet, qui, encore une fois, est une position de locomotive. L'Algérie fait beaucoup pour intégrer, pour développer les process, numériser surtout, pour faire des avancées dans l'harmonisation fiscale, douanière, etc. Et je dirais que ça nous donne une réelle possibilité de se positionner. Ce n'est pas facile. D'autres pays y sont déjà. Je parle de l'Égypte, de la Tunisie. Ils sont en train de se positionner, de profiter énormément des possibilités qu'offre la ZLECAf. Donc, on ne doit pas, encore une fois, être en retard par rapport au rythme surtout. Donc, libérer nos capacités, des banques des agences qui ouvrent en Afrique, c'est bien. Il faut surtout le faire avec une logique commerciale beaucoup plus flexible, beaucoup plus syndiquée, beaucoup plus réfléchie et basée sur des logiques par le bas. C'est important parce qu'il y va de la compétitivité des services et de la stratégie de positionnement sur les marchés. Donc, vous parlez des BRICS, certes, on n'a pas adhéré, mais ce n'est pas une fatalité, à mon sens. C'était un des arguments de l'Algérie étant la porte de l'Afrique. Sa position géopolitique. Oui. Ce qui se passe en Palestine, je pense que c'est une fatalité. Voilà, mais Non, il y a des logiques internationales. Donc, il y a deux pôles qui se constituent. Et puis, le mouvement économique, les variables étant en mutation. Donc, chacun est en train de consolider ses positions.
Entrer dans le BRICS n'aurait pas réglé de tous nos problèmes économiques, donc c'est une variable d'ajustement. Qu'on fasse notre auto-ajustement avec ou sans les BRICS. Maintenant, le verbe se développer est un verbe d'action. L'action émane des Algériens, et donc je pense qu'on a toujours les atouts pour faire valoir et donc pour valoriser toutes nos potentialités. Monsieur Broury, on va aller un petit peu dans votre secteur à vous d'activité. On va parler de la numérisation qui est également un secteur ou un point abordé à chaque Conseil des ministres par le président de la République durant cette année 2023, l'accélération de la numérisation de tous les secteurs. Un secteur donc qui s'est un petit peu on va dire démarqué, ça va être l'enseignement supérieur avec plus de 50 plateformes pour l'enseignement supérieur qui ambitionne d'arriver à 54 pour numériser tout son secteur. On va suivre ce sujet concocté par Wala Bourbala. On revient juste après pour en parler avec vous, Monsieur Broury. Le processus de transformation numérique en Algérie a connu en 2023 une accélération soutenue avec le lancement de différentes plateformes dans plusieurs secteurs. Et ce, afin de concrétiser l'un des 54 engagements du président de la République, Abdelmajid Tebboune. منذ سنوات وأصر على رقمنة البلاد لأن كل ما صار في البلاد كان تحت غطاء ضبابية كلية وأعتقد أن نهاية السداسي الأول تاع سنة 2024 نكون انتهينا من عملية الرقمنة. Le paiement électronique a constitué l'un des outils importants de cette transition numérique. Ce projet a permis de réduire les frais de transport, de la liquidation et a facilité l'accès aux services bancaires numériques, en plus des atouts de la sécurité financière. Le ministre des Finances, Laziz Faïd, a confirmé que son département ministériel devrait développer une plateforme en ligne pour l'achat de vignettes automobiles. D'un autre côté, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Bébé Teleki, avait souligné que le nombre des transactions électroniques tout type confondus devrait atteindre 60 millions d'opérations d'ici la fin d'année. L'objectif est d'augmenter de 3 millions le nombre de cartes de paiement électroniques, qu'elles soient bancaires ou dahabia, avant la fin 2024, sachant que le nombre actuel dépasse les 15 millions. Par ailleurs, le secteur de l'agriculture a aussi connu une dynamique remarquable en matière de numérisation de certains de ses services. Cette transition digitale s'est réalisée avec le lancement du portail numérique offrant un accès facile aux formulaires en ligne et fournit des informations détaillées sur les démarches administratives nécessaires pour les différentes activités. Et pour contrôler de près le processus de réhabilitation des terres, une autre plateforme a également été lancée pour le foncier agricole, ainsi qu'une nouvelle carte professionnelle pour les agriculteurs dotés d'un code QR et une application pour la gestion des cultures céréalières. La numérisation est aussi l'une des priorités du ministère du Commerce. Le ministre avait affirmé qu'après la fin de l'opération de recensement des capacités économiques concernant la production, l'exportation et l'importation, un fichier numérisé sur les véritables capacités de production de tous les produits nationaux sera créé. De son côté, le président de la République avait ordonné en marge de l'ouverture de la 31e édition de la foire de la production algérienne la mise en œuvre de Big Data pour recenser la production et sa capacité et contrôler les importations afin d'assurer la protection de toutes les filières et d'éviter les perturbations du marché national. Le ministère des startups qui accompagne la majorité des projets de numérisation dans les différents départements ministériels avait annoncé que près de 2000 startups ont obtenu le label de la meilleure startup cette année. Et ce, grâce à la collaboration étroite avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un partenariat qui a permis au ministère de l'Enseignement supérieur de se démarquer des autres secteurs grâce à la réussite de la stratégie zéro papier lors des inscriptions universitaires de l'année 2023-2024, ainsi qu'au lancement de 50 nouvelles plateformes numériques dédiées à l'enseignement et à la formation supérieure, à la recherche scientifique et aux œuvres universitaires, avec l'objectif d'atteindre 54 plateformes. Plusieurs autres secteurs ont connu un saut qualitatif en matière de transition digitale, comme celui de la santé, de la justice et de l'éducation. Mais malgré les efforts fournis et les résultats réalisés aujourd'hui sur le terrain, le défi reste de taille pour que l'Algérie atteigne son objectif de numérisation.
L'objectif reste de taille pour que l'Algérie atteigne son objectif de numérisation. Le président de la République avait parlé du premier semestre de 2024 qui verra le parachèvement du projet de numérisation, un projet qui prend du temps. Pourquoi, Monsieur Broury? Je pense que le président de la République a été clair à plusieurs reprises et je pense qu'il a même menacé à un certain moment clairement les récalcitrants et les gens qui font de la résistance au changement. Parce que je pense que le grand problème se réside en deux grands points. Premier point, c'est la transparence, forcément. Quand on parle de numérique, ça va être de la transparence. Et deuxième point, il se peut qu'il y ait une résistance de zone de confort. C'est-à-dire qu'on a l'impression de rentrer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et ça doit faire peur à des gens. Et donc là, c'est à nous de les accompagner pour dépasser. Peut-être aussi la disparition de certains postes d'emploi. Alors les non, gens se il sentent n'y aura peut-être aucune. inutiles après. Non. Alors si vous permettez, ça c'est une blague. Quand je rentre dans la mairie de mon quartier et parfois j'attends 5 minutes et pour lui expliquer que je suis pas très content, ça s'appelle un service public, donc je suis son client. Je lui ai dit, vous savez que dans pas longtemps, vous allez perdre votre emploi. Il me dit, comment? Je dis, oui, grâce à cette carte. Donc, je montre la carte d'identité. Donc, mais non, en fait, c'est pas ça l'objectif. En fait, le numérique, il ne faut pas faire numérique VS emploi. En fait, c'est numérique VS qualification, compétence. C'est-à-dire qu'il faudra accompagner ces personnes afin qu'elles montent en compétences pour leur permettre d'occuper des fonctions ou des métiers qui sont plus gratifiants en termes de intellectuellement. C'est-à-dire, et je pense qu'il n'y a rien de gratifiant à mettre des cachets sur un document. Mais s'il y a une machine, c'est numérisé. Donc là, cette personne utilisera son intelligence pour faire quelque chose de plus utile pour les citoyens au niveau d'une mairie, par exemple. Oui. Mais le numérique, en fait, à mon avis, enfin, c'est pas à mon avis, mais une des conditions sine qua non pour qu'on puisse parler de digitalisation au sens gouvernemental ou de e-gouvernance, c'est le décloisonnement. Donc aujourd'hui, je parle de cette carte d'identité, forcément, dans l'esprit de tout le monde, comprend que je suis en train de parler du ministère de l'Intérieur. Oui. Si je vais parler de la carte Chifa, et on a la carte Chifa 2 maintenant, tout le monde comprendra que je suis en train de parler du ministère du Travail, etc. Donc on a vu le ministère de l'Enseignement supérieur qui est en train de digitaliser à son niveau et créer la carte de l'étudiant qui va lui permettre de... Donc on va parler de cette carte au niveau... Donc ça veut dire que chacun, à son niveau, va avoir sa carte. Et pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur arrive à digitaliser son secteur avec, je le rappelle, une inscription universitaire zéro papier? Oui, c'était exceptionnel. Si Kamal Badali, j'ai l'occasion de le connaître et de participer avec ses équipes. Il a des équipes extraordinaires. Il s'appelle l'enseignement supérieur à la recherche scientifique. Oui. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Vous savez pas Il y a de l'innovation là-dedans. C'est eux qui nous font pour être ces gens qui vont faire cette numérisation. Donc, ils ont toute la matière. Mais pour eux, c'est un grand challenge. Parce que ce soit l'enseignement supérieur, en ce moment, le ministre doit se battre pour faire passer ces outils. C'est un challenge, un daily challenge. Mais encore une fois, aujourd'hui dans le pays, on a un ministère. Le président, là, pour l'instant, ce ministère, on ne comprend plus clairement son rôle, hein, puisque le président a carrément maintenant créé un commissariat, au commissariat à l'État, avec à sa tête une ministre, Madame Mariam Belmohob, c'est ça, Belmoul, merci. Lapsus, j'ai pensé à Belmohob, notre ancien prof. et donc, du coup, je pense que c'est clair. Vous n'avez pas plus haut que ça au niveau de l'État pour essayer de faire tourner ça. Mais ça va prendre du temps parce que c'est une histoire de mindset et d'utilité. Je vais redonner encore c'est Il pas, faut instaurer une éducation. Je ne m'acharne pas sur le ministère de l'Intérieur. Oui. J'ai eu l'occasion d'être expert pour eux. Mais quand vous prenez au niveau des mairies, qui sont les collectivités locales, qui sont des élus, hein, qui sont indépendants du ministère de l'Intérieur, mais qui consomment des équipements et de ce que fait le ministère de l'Intérieur, et vous dites aux agents carte d'identité biométrique, il va vous dire ah non, parce que je ne peux pas voir l'affiliation des gens. Avant, sur l'ancienne carte, on pouvait au moins voir l'adresse. Vous imaginez, c'est-à-dire que cette carte biométrique qu'on a, qui est une machine extraordinaire, vraiment, c'est le NEC le plus ultra des cartes biométriques sur la planète, on la compare à notre ancienne carte papier, on dit la papier... Donc ça explique tout, c'est-à-dire qu'on est en train de lutter comme ça, et il faudra impérativement faire que le citoyen comprenne qu'il y a une utilité réelle, comme les opérateurs économiques. Par exemple, les opérateurs économiques, aujourd'hui, le fait d'éviter de faire la course à la CNAS pour payer sa CNAS à la fin du mois, tout le monde a fait sa carte de crédit CIB au niveau de sa banque,
banque et paye ses cotisations de ses employés via la plateforme numérisée de la CNAS. Et aujourd'hui, on les impôts, ça y est, enfin, alhamdoulilah, ils l'ont fait. C'est-à-dire que tout le monde va payer ses impôts parce qu'on ne veut pas faire la queue, les agents économiques, on veut payer au dernier moment. Parce que vous savez, il y a un autre phénomène. L'État aussi, parfois, permet de dire, bon allez, on vous donne encore 1 mois, 2 mois. Et les gens, les sérieux, se disent, ah, moi je me suis mis la pression pour rien. Et avec une carte de crédit et en face d'un ordinateur, vous pouvez attendre 23h59 pour payer le dernier délai, si c'est le dernier jour. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc ça crée toute une dynamique, et ça, les agents économiques l'ont compris. Maintenant, c'est le citoyen lambda, il doit trouver une utilité. Mais, on était en train d'en parler en voyant le VTR. Le VTR, merci. Il ne faut pas oublier le reste du pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet. Oui. Okay. Il y a une fracture numérique qui est induite par la fracture géographique. Et tant que nos satellites aujourd'hui ne sont pas utilisés pour couvrir tout le pays en couverture Internet, ben, on est obligé en tant que service public, je parle bien pour les services publics, d'assurer une équité pour tous nos citoyens. Il faudra trouver une astuce, mais il faut l'assurer. Il faut impérativement ne pas tomber dans le piège de croire que les Algériens ne sont pas prêts au numérique, mais il ne faut pas oublier les gens qui n'ont pas accès à Internet, ce qui n'a rien à voir avec être prêt ou non au numérique. Voilà. C'est vrai. Je vais un petit peu titiller M. Mazari parce que le président de la République a toujours précisé que c'était le secteur des finances qui faisait plus de résistance. Pourquoi ça, M. Mazari? En fait, si vous permettez, par rapport à cette problématique de digitalisation, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que tout dépend des process. Parce que la digitalisation n'est pas un problème informatique. C'est un problème de processus de gestion, de processus de production de services, qu'ils soient publics ou services marchands. Donc c'est un problème de processus, un problème managérial. Ce n'est pas un problème technique. Alors ça, c'est la première chose. Le secteur des finances, effectivement, il y a eu beaucoup de retard. Il y a eu plusieurs tentatives de faire ça, mais ces derniers temps, il y a peut-être eu des avancées un peu plus conséquentes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur financier, de manière générale, quand on parle de finances publiques ou de finances, secteur financier marchand, les processus sont très complexes. Okay? Et c'est ce qui fait que cette digitalisation prenne autant de temps c'est assez complexe et c'est très transversal. Et c'est là où je veux venir au deuxième point, c'est que ce qui est très intéressant ces derniers temps, c'est cette décision de mettre en place un haut commissariat à la numérisation. Oui. C'est une décision qui est très très importante, très courageuse, parce que de tout temps, les experts de tout temps dit que la problématique de digitalisation des services publics ou d'autres services, c'est une problématique qui est transversale. Et on voit bien, comme Karim tout à l'heure l'avait souligné, c'est que il y a eu des avancées, des réalisations, mais en silo. Donc chacun dans son compartiment. Mais au bout d'un certain moment, on n'arrive pas à se croiser, sachant que si on parle de digitalisation, c'est un problème transversal, c'est une mutualisation de l'ensemble des investissements, c'est une mise en cohérence de l'ensemble des démarches dans tous les secteurs. C'est qu'on doit arriver à ce qu'il y ait le maximum de services publics, mais également les services financiers ou autres services marchands, qui soient digitalisés, totalement digitalisés. Mais pour réaliser cette digitalisation, je vais vous donner un exemple qui est très très simple. Par exemple, si vous allez ouvrir un compte bancaire dans une agence bancaire, on devrait arriver à un certain moment à ce qu'on demande 0 papier au client. C'est vrai. À travers sa carte, par exemple, d'identité numérique, je vais avoir accès, autant que banquier, aux informations dont j'ai besoin et dont je suis autorisé de par la loi et la réglementation pour pouvoir accéder au dossier de M. Brouri Karim en ce qui me concerne, pour que je puisse identifier M. Brouri Karim, pour que je puisse m'assurer que la personne existe, elle est vivante, etc. Où est-ce qu'en train de définir Sofiane, l'exercice, il faudrait que moi, en tant que citoyen, j'autorise l'accès aux crédentiels de mes données personnelles. Parce que là, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a l'agence, l'autorité de la donnée personnelle. Et vous voyez que ce qu'on appelle dans le monde du digital, ce CX, ce Customer Experience ou ce User Experience, au final, on est en train de décrire un transfert, un flux
qui va être régi par quelque chose. Et c'est ça le challenge, c'est comment rédiger tous ces textes qui nous permettent et ce process. Parce que le digital n'est pas la machine Khatem Souleyman. Hein. Oui. C'est-à-dire que si on fait les choses tordues et qu'on les digitalise, on va les faire plus vite, tordues plus vite, c'est tout. Oui. Et si vous mettez de l'intelligence artificielle dessus, bah, c'est encore vous plus allez, intelligent. voilà, tordu plus intelligent. Voilà. Justement, il y a un point peut-être avec lequel je vais terminer Oui. par rapport à cet aspect, c'est que Madame la ministre au commissaire à la numérisation avait annoncé quelque chose de très très important, c'est qu'il y a une stratégie nationale de numérisation qui est en train d'être mise en place. Absolument. Et ça, c'est un élément qui est très important pour cette digitalisation. Tout à fait. Oui, monsieur Donc, Kaoubi. qui va être annoncé dans les prochaines semaines. En tous les cas, elle a été bouclée et elle prend en considération tous les aspects qui ont jusque-là retardé le processus. Mais, donc, on revient à cette question de synchronisation et de transformation. Parce qu'il s'agit de transformer les organisations, les process, les instruments, et non pas uniquement de numériser, parce que, en fin du compte, ça ne servira à rien de numériser quelque chose qui est mal organisé et qui n'aboutira jamais. Tout à fait. En demandant toujours une photocopie d'une carte d'identité biométrique, voilà, qui est un tout à con. Et n'oubliez pas, quand on dit numérique, un des credos du numérique, c'est la mutualisation. C'est on Tout à doit fait. mutualiser, et surtout quand vous êtes à un moment où vous n'avez plus d'argent, plus de temps, donc vous n'allez pas vous amuser à casser et reconstruire, vous n'avez plus le temps. Donc il faut Si on- mutualiser. Si on devait parler par secteur, j'aimerais aborder le secteur agricole qu'on n'a pas abordé depuis le début de l'émission, mais dans cette dynamique remarquable en matière de numérisation de ces services, avec le lancement en l'occurrence du portail en ligne, avec la carte professionnelle pour les agriculteurs avec un QR code, application pour la gestion des cultures céréalières, mais également une plateforme pour le foncier agricole, c'est quand même un exploit pour le secteur agricole, n'est-ce pas? Alors, c'est méchant ce que vous dites, parce que vous êtes en train de dire c'est un exploit pour le. Sachez qu'en Algérie, le D'accord. premier secteur à s'être numérisé dans les années 70, c'est l'agriculture. Ils étaient en fait les fers de lance de la numérisation. Les premiers à avoir acheté des ordinateurs au niveau gouvernemental, c'était l'agriculture. Allah ghalib, on s'est perdu sur le chemin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On était trop tôt. Time to market too early. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Et en l'occurrence, moi qui suis membre dans le Comité national de labellisation, nous avons un membre avec nous qui est du ministère de l'Agriculture, Wahid Fiani, qui est en charge de ça. Donc, il nous en parle des challenges qu'ils vivent, etc. Alors, c'est vrai que, deuxième fait marquant dans l'agriculture, parce que vous avez pris cet exemple, quand on parle de technologie, alors là je vais être un peu plus large, mais qui a une relation avec le numérique forcément, c'est l'utilisation des drones. Le président de la République a dû le répéter. Moi j'ai été dans plusieurs rencontres avec le président, où je l'ai entendu le dire clairement 3 ou 4 fois, le drone. Et donc du coup, parce que quand vous disiez le drone, c'est qu'on récupère de la data qui est injectée dans des systèmes d'information, dans les jeux, etc. Donc on est en plein dans le numérique. Et aujourd'hui, les premières utilisations qui ont été officiellement autorisées, ça a été dans l'agriculture. Donc forcément, l'agriculture est en train de reprendre, je dirais, ses droits ancestraux sur la numérisation dans ce pays. Mais bon, est-ce que c'est vraiment l'agriculture, ça son vrai problème? C'est bien, c'est très bien. Je ne dis pas que c'est la gestion de nos stocks, la gestion de nos denrées pour éviter les stockages. Alors aujourd'hui, un des vrais sujets où le numérique pourrait avoir du sens, c'est dans le stockage du blé et des denrées, enfin le blé, chez les compagnies, où vous avez en fait de la triche qui se fait au niveau des silos. Vous savez, les silos sont sous chasse gardée, enfin c'est tout un sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut tricher sur les quantités en augmentant l'humidité dans les silos. Alors imaginez maintenant, tous les silos sont connectés avec des objets connectés, ce qu'on appelle de l'IoT, qui est rattaché à un niveau central et des organes de contrôle. Donc là, vous touchez un peu à l'humidité, on est au courant. Et là, on ne joue plus avec le blé du pays. Parce que les gens, pour tricher, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Alors, je résume très vite, et c'est pour ça que je parlais de transparence. Vous pouvez avoir un silo de 100 tonnes, vous allez récupérer 30 tonnes, vous les vendez au marché noir, et les 70 tonnes restants, vous ajoutez un peu d'humidité, ils vont gonfler, et donc vous allez récupérer les 30 tonnes en poids en eau. Mais ce que vous venez de faire, c'est une catastrophe, parce que les 70 tonnes restants, ils vont germer, et on ne peut plus rien manger. On vient de jeter 100 tonnes au final. Donc là, le numérique peut être une solution. Et beaucoup d'entités qui travaillent sur ce sujet cherchent des solutions autour de ça. Donc, Monsieur Kaoubi ne semble pas d'accord. C'est quoi Non, moi, votre- je suis d'accord, mais ce que j'étais en train de remarquer, ça traduit un petit peu la manière avec est organisée
notre économie. Donc on est beaucoup plus sur des logiques de contrôle que sur des logiques d'optimisation. Alors que la numérisation a trouvé son essor dans des économies où il y a la compétitivité et où on opte pour la numérisation pour accroître de sa position compétitive. Et donc, c'est l'histoire de la charrue devant les bœufs ou les bœufs devant la charrue. Donc, sans qu'on touche à la logique de fonctionnement de notre économie et sans qu'on se réconcilie avec la valeur, la compétition et ces logiques de subvention qui subventionnent beaucoup plus la consommation que la production. Maintenant, on a déstructuré notre économie par des logiques de subvention destinées à la consommation. On a détruit la production tout simplement. Et on a après institué des logiques de subvention mal paramétrées qui ont fait que la numérisation soit du fait uniquement du contrôle et que du contrôle. Alors que l'essence même de la numérisation, c'est d'améliorer, c'est d'être plus fort, c'est d'être plus compétitif et non pas uniquement, c'est comme l'histoire des impôts, etc. Donc ce n'est pas uniquement ça. Sofiane, il a dit quelque chose de très bien, c'est les process. C'est les process, vous le savez plus que moi. Et donc, changeons, synchronisons, transformons notre économie vers une économie de création, de compétition, où les choses sont visibles, où c'est l'excellence qui aura le dernier mot, pas de détourner, de contourner une réglementation ou d'avoir des positions de domination basées beaucoup plus sur des logiques d'alliance et de piraterie économique que des logiques de création et de compétition. Alors je ne parlais pas d'un exemple pour donner un exemple autour du contrôle. Hein, pas par rapport à toi. Oui, oui. Pourquoi que non, parce que si jamais ils m'écoutent, ils vont prendre ça pour contrôler les gens. Non, mais vous êtes écoutés. Alors problème avec les agriculteurs. Non, je suis agriculteur. Laissez-moi la méchante. Je suis agriculteur à Béchar. Je suis agriculteur à Béchar. Et je pense que, alhamdoulilah, je suis plus ou moins respecté dans ce monde. Mais ce que j'essaie en train de dire, parce que dès le moment où les gens ont peur, donc ils investissent même plus, ça veut dire, oh là là, main stylo, main stocké, donc non, avoir une solution pour permettre aussi aux gens d'être... Voilà. Par contre, attention, le stylo n'a jamais fait des gens des poètes. Ça veut dire que si vous croyez que le numérique va nous rendre plus intelligents ou plus efficaces, il y a une étude, il faut la lire, la voir, l'étudier, elle est très sérieuse, qui a été faite par BCG, le fameux grand groupe de conseil de Boston, qui avait fait une étude sur la croissance des pays développés et où, quand on a vu l'avènement du personnel PC dans les années 70, tout le monde avait dit banco, ce qu'on savait faire maintenant avec un ordinateur, on pourra le faire 20 fois plus vite. Et on a vu l'accélération des croissances se ralentir, tout l'effet inverse. Et quand on se disait, mais qu'est-ce qui se passe, c'est là-bas, on a compris qu'au final, ce qui fait tourner tout ça, ce n'est pas les machines, c'est le leadership. Très brièvement, Monsieur Broury, d'autres mesures, on le disait tout à l'heure, dont la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ont été prises justement. On va parler, on l'écoutait tout à l'heure dans le sujet de Wala Bourbala, 2000 start-up qui ont obtenu le label de la meilleure start-up en Algérie. On avance bien en matière de start-up. Je ne sais pas d'où vous avez ramené ce chiffre. Alors, vous demanderez à Wala Bourbala, mais je pense que ce sont des chiffres officiels du portail du ministère. Non, je suis au comité. Non, je vais défendre ces chiffres. Attendez un peu, je pense que le ministre, j'ai eu l'occasion de le voir. On me dit dans l'oreillette que c'est la déclaration du ministre des startups. Alors, attendez, le ministre, il va vous donner les chiffres. Ne brûlez pas les étapes. En fait, ce chiffre que vous êtes en train de donner, c'est à la fin de l'année dernière. Où on avait à peu près 1000 projets innovants et start-up labellisés, plus une sorte de réservoir, je vais l'appeler comme ça, de 4000 projets. Disons, il y avait dans l'écosystème à peu près 5000 projets potentiellement labellisables entre start-up et projets innovants. Je pense qu'on a fait de beaux chiffres à la fin de l'année, mais je pense que tout le monde est d'accord, le chiffre n'est pas important. Voyons ces start-up ce qu'elles deviendront dans 5 ans, parce que là, ça aura le temps un peu de grandir. Mais il est vrai qu'on a des réels acquis aujourd'hui dans l'écosystème. Premier acquis, je le disais il y a quelques jours dans une radio, je disais, premier acquis, c'est qu'on a appris à faire des lois différemment. Je m'explique, c'est-à-dire les textes de loi qui régissent en fait cet écosystème start-up sont parmi les lois qui ont été les plus révisées sur les 4 dernières années. Je pense que, en l'occurrence, celui qui régit le comité a été
révisé au moins une fois par an. C'est la première fois qu'on a des choses comme ça. On a des organes hybrides, c'est-à-dire qui sont faits de membres de l'écosystème et des membres qui sont des ministères du gouvernement au sens large. Et aujourd'hui, on a forcément, pour terminer, le crowdfunding comme outil financier qui vient d'arriver. C'est fin d'année, hein, ça vient d'être annoncé il y a une semaine, même pas. Je rappelle, on a parlé de l'Afrique, on a eu le fameux African Startup Conference qui a été une grande célébration de notre connexion à l'écosystème africain et qui pourrait être vraiment, ces startups pourraient être un fer de lance pour aller plus vite, plus loin, à nous reconnecter à une zone qui soit la ZLECAf ou tout le continent, parce que les startups évoluent dans l'informel et ces startups aujourd'hui algériennes peuvent être en fait une solution pour capter ce qui se fait dans l'informel. Et normalement, next step, là, ce qu'on va voir là en janvier, ça va être la mise en route officielle de l'agence pour l'auto-entrepreneur qui pourrait être une réelle solution, je sais le temps, une réelle solution pour cette histoire d'informel. Il nous reste très peu de temps, messieurs. Je vais résumer pour vous un petit peu l'actualité qui a marqué l'actualité internationale. On va parler des séismes en Turquie, en Syrie, avec au moins 100 000 morts le 6 février 2023. Le plus important séisme jamais survenu au Maroc. Le 8 septembre 2023, le Maroc a subi, avec 2 960 morts et 6 125 blessés. Selon l'UNESCO, la reconstruction est estimée à 5 à 10 ans. La guerre, on en parlait tout à l'heure avec vous, M. Mazari, contre des civils palestiniens. La Banque centrale d'Israël a estimé que la guerre coûtait environ 260 millions de dollars par jour à l'État. L'État sioniste, je le précise. L'Inde, c'est un événement également qui devient le pays le plus peuplé du monde en 2023. Charles III qui devient le nouveau roi du Royaume-Uni, je le précise car l'enterrement de la reine Elisabeth a coûté très cher dans un pays en crise. La grève historique des scénaristes et acteurs aux États-Unis, la grève qui fait perdre 5 milliards de dollars à Hollywood. L'âge de départ à la retraite passe à 64 ans dans une France en pleine contestation et l'Afrique a été marquée par de nombreux coups d'État, une montée d'instabilité notamment au Niger, au Gabon, au Soudan, au Mali et au Burkina Faso. Je rappelle que la stabilité des pays impacte sur l'économie et l'accord historique de la COP28, nous en parlions tout à l'heure, sur les énergies fossiles. Dernière question, avant-dernière question à vous trois. Quelle est la personnalité nationale ou internationale dans tous les domaines confondus, sportifs, politiques, qui a marqué votre année 2023, Monsieur Mazari? Je pense à Abou Obeïda. J'étais sûre. Il a commencé par la Palestine. Il nous fallait terminer par ça. Bah oui. Donc il a vraiment marqué les esprits des gens. Hein. Voilà. Karim Bourouri? Cette année, exercice toujours très difficile, mais allez, je vais dédier la personnalité à une tranche de notre société qui sont les mathématiciens et mathématiciennes. J'ai recroisé le professeur Djebar, Ahmed Djebar, qui est vraiment une personnalité très éminente dans notre pays, et dommage qu'on ne le voit pas souvent, et qui m'a fait rappeler tous les mathématiciens et mathématiciennes algériens qu'on ne voit pas, mais qui sont des gens de grandes valeurs et qui défendent les valeurs de notre... pas numérique, mais, il fallait le trouver, mais c'est bien sûr, c'est des mathématiques, forcément, c'est à la base de tout ça. Monsieur Kaoubi, moi, si je vous dis Elvira Nabiolina, wow. Ça vous rappelle, ça vous êtes dit parti quelque très chose? loin. Non, hablo espagnol. C'est la directrice de la Banque centrale russe. Donc, qui a pu déjouer, pas elle seule, mais avec toute son équipe, un embargo et de tout l'Occident qui n'a pas pu mettre à genoux l'économie russe. Et au contraire, le rouble s'est apprécié malgré toutes les tentatives de sa déstabilisation. Exactement. Donc, en matière de génie, je lui tire chapeau. Monsieur Kaoubi, oui. Entre rétrospective et perspective, que souhaitez-vous pour l'Algérie en 2024 ? Plus de travail et plus de confiance en soi et moins d'administration. Monsieur Broury, même question, dans votre secteur peut-être? Non, paix et prospérité, c'est tout. La paix, c'est tout. Paix et prospérité. Monsieur Mazari? Moi, je pense que
l'année 2024 devrait être en tout cas consacrée à la concrétisation de tout ce qui a été imaginé, conçu, Qu'on arrête les effets d'annonce. dessiné. Voilà, donc il faut être très pragmatique et aller sur le terrain. Voilà. Il faut être très pragmatique et aller sur le terrain. Je vous remercie, messieurs, de m'avoir accompagné pour cette dernière journée de l'année 2023. Sofiane Mazari, je rappelle que vous êtes expert banquier, chef de la division finance islamique du CPA, le Crédit Populaire d'Algérie. Karim Brouri, un plaisir de vous avoir reçu. Vous êtes expert dans le développement des écosystèmes start-up, innovation et digitalisation. Mahfoud Kaoubi, analyste, expert en géoéconomique. Merci, messieurs, d'avoir toujours répondu présent à nos invitations pendant toute l'année 2023. Excellente année à vous, à vos familles, à vos proches et je vous souhaite le meilleur. Merci Awala Bourbala de m'avoir accompagné, à Abdelmalek Belrouchet également. Que la nouvelle année soit pleine de projets passionnants, de pertinents et fructueux projets, de réalisations exceptionnelles pour notre pays. Bonne année à tous les membres de l'équipe. L'Iqtisadi Al-Oula, techniciens, caméramans, au personnel du son, la lumière, les techniciens de surface, les journalistes, les responsables, tous les invités qui ont toujours répondu présents à nos invitations et d'avoir accepté de venir sur nos plateaux et d'échanger avec nous sur des sujets d'actualité. À toutes les personnes qui ont donc contribué de près ou de loin au succès de nos programmes à l'Iqtisadi Al-Oula, une excellente année à vous. Que les défis à venir soient autant de chances pour démontrer donc notre esprit d'équipe. Bonne année à notre team exceptionnel à l'Iqtisadi Al-Oula et à tous nos téléspectateurs. Très bonne année 2024 à tous. Paix et prospérité.